Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Damni Pasco, toujours sur la soirée du vendredi du cours avancé. Salut Lee. Salut Pank. C'est une Alors, soirée assez longue, n'est-ce pas? ouais, c'est une soirée qui dure. Alors, la dernière fois, on s'était quitté en rappelant que José a tenté et a même réussi pendant un laps de temps à travailler avec le monde universitaire, mais il s'est fait, au bout d'un moment, virer, on va dire, parce qu'il n'était pas du monde médical. Et on avait rebondi sur Dr McKinsey qui, lui, a à plusieurs reprises mis en avant la méthode et comme quoi ça a pu aider. Donc, comme on finissait la dernière fois, pour la première fois dans l'histoire, une personne médicale, un chercheur médical au niveau universitaire, département de psychiatrie, vient expliquer comment notre méthode résout les problèmes dans le domaine de la santé. Malgré les sceptiques initiaux, tout le monde était prêt à dire non, vous êtes fou, cela ne pourrait pas être fait. L'organisation se considère comme la plus réussie de la recherche de parapsycho. Donc, on voit bien qu'il y a eu une vraie intention. Quand avec Lee, on vous dit la recherche de José se veut scientifique. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu la notion et la mention scientifique comme on pourrait le parler d'un point de vue universitaire. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Parce que c'est là où c'est intéressant. Il y a beaucoup de systèmes qui vont dire non, mais moi j'ai fait des tests, c'est bon. Là, José, à chaque fois, il tentait de ramener à l'université avec des experts, avec des médecins, avec des psychiatres, etc. etc. On a vu, pareil, quand il a tenté d'intégrer la parapsychologie, etc. On lui a en gros dit bah non, en fait, ça ne nous intéresse pas. Les ISP, tu peux pas faire en sorte que des personnes deviennent des médiums. Et ça venait des personnes des universités. Donc, on voit cette difficulté pour quelqu'un qui aimerait avoir des études de pouvoir scientifiquement en avoir au travers du cursus académique qu'on connaît. Est-ce que tu as, hormis ce qu'on avait un moment réédité avec ce que les Néerlandais, je crois, avaient synthétisé de l'ensemble des études qu'ils avaient retrouvées, est-ce que je crois que tu avais parlé à un moment d'une jeune femme qui avait fait un doctorat, je crois, et elle avait tenté de reprendre des parties de la méthode Silva. Tu te souviens de ça ou pas du tout? Oh là, c'est il y a très longtemps que ça. Ouais, c'est ça, c'est il y a très longtemps. Mais du coup, tu n'as pas eu, toi, écho depuis la mort, on va dire, depuis la mort de José, de personnes qui ont tenté à nouveau de réinclure ça dans un cursus plus universitaire ou en tout cas dans quelque chose qui pouvait ramener la notion scientifique. Tu as eu écho ça depuis sa mort ou pas du tout? Ok, la seule personne qui a, dont je connais, bien sûr, qui a tenté, c'était Laszlo Domjon en Hongrie, mais de ce que j'ai compris, lui, elle a basé ça beaucoup sur des questionnaires plutôt que des expériences scientifiques, etc. Mais oui, il était comme médecin, il avait une très bonne éducation et bien sûr, il était directeur Silva de Hongrie. Mais comme ça, je ne peux pas te dire comme ça quelle étude il a fait, mais je pourrais me renseigner. On voit qu'il y a vraiment... Moi, c'est ce que j'apprécie dans l'intention de José, même si ça n'a pas donné les résultats universitaires qu'on pourrait attendre de sa recherche. Comme il disait avant de lancer vraiment la méthode en 66, il a fait des recherches, il a investi pour qu'il y ait quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot recherche peut parfois porter à confusion parce qu'on va se dire maintenant il n'y a pas de doctorants qui ont fait une thèse dessus, il y a pas, on avait vu hormis un article qu'on vous avait lu qui avait été mis dans un journal qui était entre de la psychologie familiale et je ne sais plus quoi d'autre et la spiritualité, on n'a pas eu d'article dessus, etc. Mais il faut bien voir que quand il a tenté de mettre en place tout ça,
c'était pas le type d'études, et on le voit, hein, qui intéressait, ou si ça intéressait, il fallait être dans le monde scientifique, / médical, / universitaire, ce qui, comme vous le savez, n'était pas du tout le cas de José, qui, lui, s'est formé par lui-même, etc., etc. Et c'est en ça où c'est toujours frustrant, parce qu'il y avait une intention, il a contacté les bonnes personnes, il a été en lien avec les bonnes personnes, mais son statut, et c'est là où on se rend compte parfois le statut, comment ça peut être problématique pour ce type d'études, a empêché d'aller plus loin, alors que dans un premier temps, ils ont quand même pu voir que la méthode a pu aider. Après, c'était tout l'intérêt de l'étude, hein, de voir pourquoi, comment, etc. En psychiatrie, certaines personnes. Mais il a vraiment fait de son mieux, hein, parce qu'on a déjà discuté, mais il y avait quand même, quand il s'est rendu compte, surtout avec celui qui a fait les expériences en PES avec les cartes Zener, quand il s'est rendu compte que le monde scientifique n'allait pas l'accepter, il a invité beaucoup de psychologues, scientifiques, médecins à une soirée ou bien une réunion. Il a payé leur transport, il a payé leur repas, il a payé leur logement sur place, il a investi énormément d'argent parce qu'il voulait justement intéresser la communauté scientifique. Et depuis là, justement, il a eu certains qui étaient quand même très pris par la méthode. Dr. William Hahn, c'est une personne bien respectée, psychologue, etc. Et Dr. Mackenzie, c'était une autre. Donc, il a eu quand même des bonnes réactions, mais oh là là, il a vraiment dépensé beaucoup pour avoir quand même un peu de contact avec les scientifiques qui allaient quand même prouver que la méthode Silva n'était pas inventée, etc. C'était vraiment basé sur des faits, des expériences par les scientifiques, voilà. Et on voit, hein, on se rend compte que à l'époque, et je pense aujourd'hui, ça doit être tout aussi dur, c'était pas évident de ramener une méthode et une structure. Alors, il est possible, hein, un des éléments bloquants, c'est que parfois, dans le monde scientifique, nous on le sait parce qu'avec Lee, on en a parlé pour un autre projet qu'on a, le fait que la méthode soit fermée, c'est-à-dire elle soit licenciée, elle soit sous, comment on appelle ça, qu'elle appartient à un organisme, ne laisse pas un champ d'ouverture sur la méthode en tant que telle qui peut être utilisée comme bon ensemble par les personnes qui seraient intéressées dans le monde universitaire. Et ça peut jouer parce que vu que ça reste entre guillemets une propriété privée, c'est pas entre guillemets, hein, c'est une propriété privée avec donc un droit d'utilisation, ça ferme aussi la potentialité de se dire tiens, je vais tester, je vais faire, parce que pour autant le matériel entre guillemets n'est pas disponible. Je vais remettre ça de ce côté-là. Alors, malgré ces tics initiaux, tout le monde était prêt à dire non, vous êtes fou, etc. Oui, alors ça j'ai déjà eu. Alors, Edgar Mitchell, l'astronaute, s'intéresse aux travaux et travaille avec le Mind Science Foundation, qui est un département du McCulloch Corporation. Donc, hop, je vais revoir ce qu'il nous a dit sur Edward Mitchell. Donc, c'est un astronaute, il est mentionné en lien avec le Mind Science Foundation, dont le Dr. Hahn est le directeur. Le Dr. Hahn, souvenez-vous, il a pas mal aidé pour la méthode. Il serait le mois d'octobre, ok. Il y a une possibilité qu'il fusionne avec Mind Science, ok. Il semble vouloir faire de la parapsychologie l'œuvre de sa vie. Il travaille avec Mind Science et le conseil d'administration Mind Science. Il fait également partie du conseil d'administration de l'organisation de Rhine, donc J.B. Rhine, hein, dont tu parlais tout à l'heure, les cartes Zener, etc. Edgar Mitchell est intéressé par le travail de l'organisation, donc de la méthode Silva, hein, et souhaite les aider à mieux diriger leurs opérations, à être plus scientifiques. Il est décrit comme une personne formidable. Il possède 2 doctorats, l'un de sciences et physique et l'autre d'astrophysique. Il est celui qui a vécu une expérience psychique sur la Lune, donc
is the one that was the moonshot, the psychic experience. Donc, au travers d'une expérience psychique, il a eu un cheminement vers la Lune, hein, c'est l'idée. Il a initié les conditions pour une rencontre entre Monsieur Silva et Ryan, qui s'était jamais rencontrés auparavant, malgré la correspondance depuis 1953. Alors, attends. With Ryan, and I had ever met, ok. Donc, là, c'était un petit peu avant. Donc, on voit qu'il y a quand même des acteurs majeurs, ou en tout cas connus, qui ont tenté, à ces périodes-là, je vous rappelle, là, on est en soirée 72, entre 56 et 66 et a posteriori, qui ont vraiment essayé que la méthode puisse apporter des preuves, ou en tout cas ramener, comme disait Lee, des personnes consistantes, reconnues, pour mettre en avant la méthode. Croissance et portée de l'organisation. L'organisation de Mind Control a connu une croissance significative qui est décrite comme une opération de plusieurs millions de dollars qui investit ses bénéfices dans la recherche. Un grand nombre de personnes sont formées chaque année, 60 000 prévues cette année, donc 72, 50 000 au cours des années précédentes. Donc on voit que ça a monté petit à petit, hein, ça faisait 6 ans que la méthode était en place, on voit que petit à petit, il y avait cette augmentation qui se mettait en place. Donc, instructeurs en 72, hein, c'est intéressant toute cette histoire-là, des instructeurs formés dans plusieurs pays, Argentine, Brésil, Angleterre, Canada, France, Italie, Allemagne de l'Ouest. Ah oui, à l'époque, il y avait la guerre froide. Australie, Israël et d'autres pays latins. Il y avait déjà la méthode Silva dans les années 70 en France ou au UK. Au UK, tu sais qu'il y avait la méthode Silva dans les années, on va dire 72, 73, 74. Tu sais quand est-ce que ça est venu la première fois en Angleterre, la méthode Silva? En Angleterre, je n'ai aucune idée, parce que pour moi, ça a été ça depuis très longtemps. Bien sûr. En France, ça a commencé apparemment en 83 et uniquement en anglais et très peu. D'accord. Et ça a développé un peu plus. Alors, loi naturelle et problème de résolution. La souffrance découle de l'ignorance. Ah, ça, on revient sur un élément qui était très intéressant chez José, hein. La connaissance et la sagesse la préviennent. Donc, bien sur cette notion-là, on l'avait beaucoup partagé, notamment dans les livres un peu plus personnels de José, Prophétie notamment, où il nous mettait beaucoup en avant cette notion-là. La souffrance découle de l'ignorance. Donc, cette idée-là, elle va complètement, et il est important de la rappeler régulièrement, parce que pour José, qui a créé une méthode qui se veut être solutionniste, si on ne sait pas, donc c'est pour ça, hein, dans la méthode, on va chercher de l'information. C'est pour ça qu'on va demander à notre intuition de nous mettre sur la bonne voie, d'avoir les bonnes informations, dès lors, je peux prendre une décision quand j'ai les bonnes informations. Le principe de cas, c'est la recherche d'informations. Avant même d'être un travail d'intention, de volonté que la personne aille mieux, etc., c'est d'abord la capacité d'aller prendre de l'information. Et prendre de l'information, si on reprend la notion de José, c'est sortir de l'ignorance. Donc, c'est là où on voit la notion qu'il y a, c'est plus on est capable d'avoir de l'information. On peut reprendre Isabelle, quand elle avait l'information, ou en tout cas, José avait cette sensation-là, qu'elle arrivait à prendre l'information qu'il avait dans sa tête avant même qu'il puisse s'exprimer, bah, du coup, elle n'est plus dans l'ignorance, vu qu'elle est dans le savoir, ou en tout cas, à minima, la connaissance de ce que l'autre veut dire. Et sa méthode, c'est vachement axé là-dessus. Et je trouve que c'est important à rappeler, la souffrance découle de l'ignorance, la connaissance et la sagesse la préviennent. Alors, je vais te redemander, mais qu'est-ce que toi t'en penses de cette phrase-là, de cette idée-là? Ben, justement, José lui-même était autodidacte, ouais. Et franchement, il adorait apprendre. Il avait une bibliothèque dont n'importe quel docteur serait fier.
il lisait pendant des heures et des heures, comme on sait déjà. Et donc, pour lui, vraiment, il ne voulait pas être dans l'ignorance. Et je me demande s'il y avait des moments où les gens lui ont dit « Ah, mais toi, tu n'as même pas été éduqué, ça. » Et finalement, il était beaucoup plus mieux éduqué que des gens qui ont été officiellement à l'école, même à l'université, quoi. C'est intéressant, parce que c'est fondamental pour lui de combattre l'ignorance. Mais tu vois, je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que Adler, donc, qui est un psychologue américain, un psychothérapeute américain, il avait développé tout le principe qu'on appelait le sentiment d'infériorité et puis le complexe d'infériorité. Et dans cette notion-là, il parlait de compensation. Donc, il est possible que José ait pu, et exactement ce que tu as dit, vu que c'était quelqu'un qui s'est fait par lui-même et qu'il était issu de classe populaire, il est très possible qu'il ait entendu de t'en sais rien parce que tu n'es pas éduqué. Et pensez bien en plus, alors c'est une autre période, mais aux États-Unis, ils sont énormément sur le statut que peut ramener l'école et encore plus les universités avec ah oui, ben moi, j'ai fait Cambridge, j'ai fait MIT, j'ai fait Harvard, etc. Et on sait à quel point c'est un marqueur social et limite si tu as fait une fac et on le voit dans les films et séries américaines, tu as fait une fac de seconde zone, mais on est pareil en France, hein, tu as fait Dauphine, mais tu fais 50 ans en Yvelines, personne n'en a rien à battre, hein. Il faut que ce soit un truc où il y a un nom, il y a une histoire, etc. etc. Et il est possible que, comme le fait remarquer Lee, que ce besoin de connaissance, bon, déjà parce qu'il y a le plaisir, mais il peut y avoir aussi le rapport compensatoire, de se dire, regardez, j'étais celui qui officiellement ne savait pas et n'a pas été éduqué, et pour autant, j'ai une connaissance de personnes éduquées, alors que ça m'a coûté quelques dollars, alors que vous avez dépensé des dizaines de milliers de dollars. Bon, après, lui, il a dépensé des millions de dollars ailleurs et autrement. Mais c'est intéressant. Donc, on peut se dire que cette notion l'amène lui à une des croyances qu'il avait et puis il se rendait compte que ne pas savoir, ne pas avoir la réponse, ne pas avoir la solution, parce qu'on peut le voir comme ça, hein. La méthode Silva, c'est une méthode solutionniste qui cherche à trouver des solutions. Et on est bien d'accord que si on n'a pas la solution à un problème, on souffre. Quand on commence à avoir la solution, ça ne veut pas dire que la solution va fonctionner, mais au moins on peut aller vers la réussite de l'obtention de la solution, de la mise en place de la solution. Mais quand on ne sait pas, et d'ailleurs, c'est un des points parfois les plus durs, hein, quand on a un pathos psychique, physique, émotionnel ou autre, et qu'on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas. Qu'on attend, c'est super stressant. Alors que quand on sait, c'est pas moins stressant dans l'absolu. Alors on dit, tu es malade, tu ne sais pas ce que tu as. Puis d'un coup, on dit, tu as un diagnostic. Et avoir le diagnostic, paradoxalement, même si ça peut te mettre à zéro, et on le voit notamment en psycho, où les personnes parfois sont diagnostiquées, donc ils ne vont pas bien. Un psychologue les diagnostique avec ce qu'il y a de bien et pas bien dedans. Hein. Mais le fait parfois de se dire « Ah ok, je suis telle pathologie », amène à la personne un truc de « Ok, cas là, il y a telle solution qui se propose à moi. » Alors que si tu ne sais pas, oui. je ne sais rien. Je ne sais pas, toi, je suis dépressif ou je sais pas quoi, schizophrène, c'est pas les mêmes réponses qu'on va proposer. Moi, je suis bipolaire, c'est pas la même réponse, tu vois. D'où la connaissance, d'où l'importance pour avoir des solutions. Oui, effectivement. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tombée récemment sur beaucoup de témoignages des gens qui ont cherché pendant des années pour savoir ce qui n'allait pas. Et une fois qu'il avait un descriptif, un diagnostic, soulagement. Maintenant, je comprends pourquoi. Et maintenant, j'ai des infos qui vont m'aider. Et effectivement, ça aide beaucoup d'avoir l'information plutôt qu'être dans le mystère. Je ne comprends pas, personne ne peut me le dire. Et je crois aussi c'est une des raisons pourquoi que José Silva, pour moi, était beaucoup mieux éduqué que beaucoup de gens qui étaient officiellement éduqués parce que lui, il voulait apprendre d'abord par la passion, il adorait apprendre, mais aussi parce que lui aussi, il voulait comprendre. Justement, Isabelle,
comment c'est possible qu'elle a pu savoir ce que je croyais et ça lui a lancé sur justement un paquet de recherches. Et donc, c'est pour ça qu'il a étudié tellement de choses différentes parce que c'était des choses qui lui ont intéressé. Il n'a pas fait, il faut que j'apprenne ceci et cela pour un diplôme. Hein. C'était, je veux apprendre ça justement pour mieux comprendre, pour mieux résoudre des problèmes. Donc, il a choisi son propre discipline, si vous voulez, son propre, quel est le mot que je cherche justement, c'est ses propres sujets, quoi. Ouais. Bah, là, on voit l'aspect, l'importance de la curiosité. Hein. Là, c'est parce qu'il était curieux de plein de choses qu'il s'est formé et qu'il s'est permis de développer tout ça, de se poser ces questions-là et de tendre à trouver des réponses, à justement solutionner, à avoir la connaissance pour savoir. Mais il faut toujours prendre en compte cette notion-là. Si on ne sait pas ce qu'on est en train de travailler, ça, on l'a beaucoup en accompagnement, hein. Quel est ton objectif de séance? Je veux aller mieux. OK, mais sur quoi, quel domaine, à quel moment, où, etc. Plus on précise, plus on cadre, plus on permet à la personne de déjà de réduire sa focalisation, d'attendre plus précisément quelque chose. Et du coup, si tu dis ouais, en fait, je veux réussir ceci et que c'est assez précis, tu connais les chemins pour avoir la solution, pour avoir la réussite, pour avoir, en tout cas pour t'y orienter. Quand tu dis je veux aller bien et que tu ne sais pas ce qui est pour toi être bien, sur quel sujet, à quel moment, en fait, tu vas passer ton temps à ne pas avoir la bonne connaissance, donc pas la bonne solution, parce que tu n'as pas bien identifié, tu ne connais pas suffisamment quel est ton pathos. Ton attente, parce que là, on ne parle même pas de pathos à ce moment-là. Et c'est tout l'intérêt de la méthode, c'est de dire à un moment, non, mais on a besoin de plus de précision, on a besoin d'analyser, miroir blanc, miroir bleu, on analyse, on prend le temps, on pose la connaissance qu'on a pour pouvoir se dire ouais, ok, mais c'est quoi la solution que j'attends? Et c'est là où on va dans le miroir blanc. Et cette notion-là, elle est intéressante. Moi, c'était un des éléments que tu avais précisé, que j'avais, sur mes premières années, pas forcément hyper bien compris, où tu avais vraiment dit, vous posez le problème, vous visualisez et vous vous posez des questions pour savoir quel est le problème, d'où ça vient, où, quand, comment. Vous analysez, en fait. C'est le moment d'analyse. C'est le moment de dépôt de contenu pour faire émerger dans la connaissance qu'on a des éléments ce que l'on veut, où l'on va, et justement le miroir blanc à ce moment-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. J'allais donner un exemple que j'ai vu juste ce matin. Il y avait une émission sur la dyslexie et celui qui dirigeait, il est super bien connu aujourd'hui comme un chef, il a écrit des livres, etc. Mais il est dyslexique. Et comme il dit, mais quand j'étais à l'école, personne ne savait que c'était dyslexie. Ce n'était pas nommé comme un problème. Donc, il était accusé d'être stupide, ignorant, paresseux. Il disait, c'était pas vrai. Je savais que j'étais intelligent. Je savais que je faisais beaucoup d'efforts. Mais j'avais ce problème et j'ai pas compris pourquoi. Et une fois qu'il a compris que c'était dyslexie, ça a tout changé. Maintenant, il pourrait travailler avec d'autres dyslexiques, avec les spécialistes, etc. Mais ça, pour moi, c'est juste un exemple de comment, quand on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas avec moi, on n'a pas vraiment les moyens de trouver une solution. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est un des éléments qui est complexe parfois quand nous, on accompagne en tant qu'hypnothérapeute. Oui. C'est, on sait très bien que les labels, en gros, au travers du pathos, peut être à la fois génial et très mauvais. Ah, attends, non, oui. Non, je ne vais pas éternuer, j'éternue pas. Non, j'éternue pas. Donc, et du coup, on a cette truc à se dire. Il y a des moments, la personne dit, voilà, mon psy, il m'a dit que j'étais ça. Je me sens mieux depuis que je sais ça. Donc, on travaille sur solutionner, ou en tout cas permettre à ce que le pathos, puisse s'améliorer pour que eux, ils ressentent moins le problème, les symptômes de leur problématique. Le problème qu'on a parfois, c'est oui, mais je suis ça, donc je ne peux pas. C'est l'ensemble des récits, parfois confirmants,
alors les croyances limitantes, ça peut être l'auto-sabotage. Chacun aura ses noms au travers de ça. Mais parfois, malheureusement, la pancarte, le label, va nous bloquer. Ah, oui. Nous, en tant que tel, pas vraiment, mais va bloquer la personne qui vient nous consulter parce que à ce moment-là, elle s'est vendue un truc genre, on peut rien faire. Je suis machin, donc ceci. Et là, du coup, la pancarte devient quelque chose d'hyper problématique, hyper frustrant aussi pour eux, parce qu'ils se sont tellement vendus un récit au travers de cette pancarte. Non, mais j'y peux rien parce que je suis bipolaire. J'y peux rien parce que je suis... j'ai un pathos qui est assez puissant là-dessus. Là, tu dis, mais dans ce cas, pourquoi tu vas me consulter si dans ta tête, tu dis que tu peux rien? Moi, je suis pas un magicien. Je ne peux pas faire quelque chose auquel même toi, tu n'as pas d'intention ou d'envie de réussir par rapport à ça. Donc, ça, c'est un des problèmes qu'on a. La connaissance est super, mais parfois, la connaissance est un bon moyen pour chacun d'entre nous de se dire, ouais, je peux pas. Souvent, le principe des croyances limitantes, à partir du moment où tu sais que c'est ton max, c'est les puces, on met un plafond aux puces, elles ne savent plus qu'elles peuvent sauter plus haut, on enlève le plafond quoi, ce qui est utilisé comme plafond, et elles ne monteront plus parce qu'elles sont conditionnées à se dire, non, je ne peux pas. Et c'est pour ça que souvent on entend, mais moi le mot m'énerve un peu, mais maintenant, dans notre exemple, c'est intéressant, dire on s'est limité, et je pense que ce n'est même pas limité, c'est qu'en fait, on s'est empêché. On s'empêche de se dire, on peut regarder, et c'est pour ça que l'expression think out of the box, penser en dehors de la boîte, penser en dehors des schémas, sortir, prendre un pas de recul, prendre du temps, regarder une perspective globale, se mettre en méta, on a plein d'expressions pour ça, à quelque chose de chouette, à se dire, ok, on m'a dit ça, ok, je pense ça, et si j'arrêtais de penser ça? Qu'est-ce que je m'autoriserais? Quelle possibilité? Et là, on revient sur les miroirs de l'esprit. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton miroir blanc? Est-ce que tu vas continuer ce que tu as mis dans le miroir bleu ou est-ce que tu vas te dire, bon, je me laisse la possibilité, une ouverture, une brèche pour penser autrement, agir autrement? Ou si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire le miroir de l'esprit parce que tu ne cherches pas de miroir blanc. Et c'est là où parfois les labels, les pancartes sont un peu bloquants, un peu embêtants pour la personne. Et c'est à nous, en tant qu'accompagnant, de lui dire oh, vas-y, prends pas de recul, prends ton temps, respire, on va imaginer. Pretend, fais comme si, imagine, pense, imagination, etc. T'es OK avec ça, Lily? Oui. C'est vrai qu'il y a double possibilité. Ça peut aider beaucoup ou ça peut bloquer. Exactement. Alors, les lois naturelles ou les lois de Dieu. Donc là, on voit dans ce cours-là, et ce qu'on vous disait avec Lee, il se lâchait plus que ce qui est aujourd'hui dans la méthode carrée. Il parle plus de Dieu, il parle assez peu de notions spirituelles parce que son idée à lui, c'était pas d'imposer un dogme à une croyance, mais qu'un maximum de personnes puissent pratiquer. La pensée bien, on est en 72, ça fait 6 ans que c'est là, on le voit, il propose plein de choses, des choses qu'il ne va pas continuer après dans son mode de pensée et tout, mais c'est cool de voir un peu comment il fonctionne. Donc, loi naturelle, loi de Dieu, c'est vraiment des expressions qu'il utilisait souvent, sont primordiales et existent indépendamment de la conscience humaine. Ces lois sont orientées vers le constructif et le créatif, pas le destructif. Travailler avec les lois entraîne un résultat positif. Donc, ça, c'est un élément que je trouve être un levier cool quand on arrive à l'admettre. Se dire, l'univers va dans mon sens. Mais là encore, il faut acheter la croyance. Parce que tu peux dire, attends, moi, il m'est arrivé plein de problèmes dans ma vie. L'univers, il ne va pas dans mon sens, tu vois. Donc, là, ce qui est chouette, c'est qu'il propose cette notion-là. Il dit, bon, il y a les lois naturelles. Les lois naturelles, par essence, elles vont dans ton sens. Si on n'y croit pas trop à « elle va dans mon sens », elle se veut neutre. Une loi naturelle, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est il pleut, tu as besoin qu'il y ait de l'eau dans ton champ, c'est super. Il pleut, ça ne s'arrête pas et ton champ est inondé, c'est pourri. Voilà. Le problème, c'est que c'est neutre. C'est que ça dépend de la situation, le besoin, le plein de trucs. La loi de la nature, c'est… mais là, il propose. Donc là, pour nous, c'est la même chose. On ne vous dit pas que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est votre croyance
va influencer énormément votre façon de prendre les choses et ça permet aussi d'ouvrir une perspective, de se dire, bah, moi je crois que les lois de la nature ne peuvent aller que vers le positif. Et souvenez-vous, dans la méthode, il dit tu ne pourras utiliser en gros la méthode que pour faire du positif. Parce que bah, ça suit les lois de la nature. Ça a cette idée positive, créer du bien, et tu ne peux pas utiliser cet état pour faire du mal. Et ça, c'est cool. Bon, on va s'arrêter là sur la première partie. Oh, d'accord. Oui, parce que c'est vite. Et nous, on revient dans quelques instants. Si vous avez déjà des questions et des remarques sur tout ce qu'on vient de partager, n'hésitez pas. Sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Ciao.